Nous retrouvons aussi notre collaborateur Pierre-Luc Brisson, étudiant au doctorat en histoire ancienne à l'UQAM. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Marie-Louise. Vous avez lu pour nous reconnaître le fascisme. Petit essai, en fait, tiré d'une conférence donnée par Umberto Eco en 1995 à l'Université de Columbia à New York. C'est le 50e anniversaire de la libération de l'Europe. À l'époque, en 95. Eco, qui a connu le fascisme sous Mussolini pendant son enfance, en Italie, propose 14 clés pour identifier le fascisme. Il appelle ça d'ailleurs le Urfascisme. Le Urfascisme, donc au fond, les racines profondes de ce qu'est la pensée fasciste. Et c'est vraiment, c'est une toute petite plaquette de 50 pages. C'est un essai tonique, au fond, d'un Italien qui est né durant cette période-là. Il le dit très bien à la fin de ce bouquin. J'ai découvert ce qu'était la liberté à 10 ans, à la chute de Mussolini. Donc, on voit que parmi les 14 clés qu'il identifie, en effet, certaines nous interrogent sur la situation politique dans laquelle on vit au Canada ou aux États-Unis. Le culte de la tradition, le rejet de la modernité, la nouvelle langue qui apparaît dans le discours des politiciens. Tout à fait, on va y revenir. Oui, c'est intéressant. Merci et bienvenue à tous. On a relu. Les politiciens populistes pourraient-ils avoir accès au Canada comme Donald Trump aux États-Unis? L'élection il y a quelques années de Rob Ford, le défunt maire de Toronto, a prouvé que le mouvement peut avoir une certaine traction. Il y a un nouveau sondage qu'EOS, la presse canadienne, paru ce dimanche, suggère que les banlieues canadiennes pourraient être un terreau particulièrement fertile. Les résidents des banlieues de Toronto et Montréal, par exemple, remettent en doute, selon ce sondage, le statu quo politique, se sentent inquiets économiquement et culturellement, en plus d'être pessimistes sur leur avenir et sur celui de leurs enfants. En 1995, Umberto Eco, qui a connu le fascisme sous Mussolini dans son enfance italienne, a prononcé une conférence à l'Université Columbia à New York pour souligner les 50 ans de la libération de l'Europe. L'ouvrage est édité de nouveau en ces temps incertains, en cette période sombre. L'ouvrage propose en fait, Pierre-Luc Brisson, étudiant en histoire ancienne au doctorat à l'UQAM, l'ouvrage propose 14 clés pour identifier le fascisme, d'où sa popularité, parce que l'ouvrage a refait surface il y a quelques mois. Tout le monde en a parlé. Grasset en a fait une réédition dans la foulée de l'élection de Donald Trump. Et au fond, Eco, ce qu'il met en lumière dans cette toute petite plaquette-là, c'est vraiment un discours édité. Hein, c'est très court, c'est très succinct, c'est très tonique. Ce qu'il met en lumière, c'est les 14 clés pour comprendre ce qu'il appelle, lui, l'Urfascisme. Ur en allemand, c'est un préfixe qui veut dire ancien. Donc, c'est de comprendre l'articulation, disons, primitive même de ce que c'est que le fascisme. Vous l'avez dit, Marie-Louise, il est né en 1932, donc alors on est en plein régime fasciste en Italie depuis au moins 10 ans. Mussolini va mourir en 1945 là, dans des circonstances assez 43 Mussolini. 43 Mussolini. Il est renversé en 43. Ah oui, puis il va mourir en 45. Donc il va connaître quand même jusqu'à 10-11 ans le règne de Mussolini. À l'époque où naît Umberto Eco en 32, Mussolini est au pouvoir depuis 1922. Hein, la marche sur Rome est survenu le 28 octobre 1922. Absolument. Il stipule d'ailleurs que le fascisme de Mussolini était beaucoup moins, disons, bien organisé ou articulé que le fascisme propre aux nazis. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il dit justement, vous savez, le régime totalitaire nazi qu'on a connu en Allemagne avait une vision eugéniste, une vision de transformation de l'homme même qui était absente à toute fin pratique du fascisme italien. Il le dit, vous savez, Mussolini, il n'avait pas de philosophie, il avait une rhétorique. Hein, ça donnait justement ces grandes envolées grotesques de Mussolini. Et Mussolini, bien embêté, celui qui pourrait trouver une constance politique ou philosophique à son action. Il commence comme militant anticlérical, mais c'est celui qui, une fois au pouvoir en tant que dictateur, va signer le concordat avec l'Église catholique, vous voyez? Alors, il dit non. Ce qui caractérise le régime fasciste italien, c'est justement cette désorganisation philosophique, mais ordonnée au sein d'un régime dictatorial. Ouais. Il dit aussi que c'est difficile d'identifier les signes du fascisme. Il dit que ça serait simple si les gens se levaient et disaient « on revient aux chemises brunes ». Eh oui, je le cite parce que c'est là... Avec un certain humour quand même. Oui, c'est là au fond toute la démarche de son bouquin. Il dit « l'Urfascisme », donc le fascisme ancien, est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire « je veux rouvrir Auschwitz, je veux que les chemises noires reviennent parader dans les rues italiennes ». J'ai dit les chemises brunes parce que je faisais référence au Québec. Nazis, ou au Québec, oui, en effet, il dit « hélas, la vie n'est pas aussi simple ». Et donc, il
il articule donc ces 14 éléments-là qui articulent au fond ce que c'est que le fascisme selon lui. Et il dit, vous savez, un régime politique ou un pays n'a pas besoin de présenter l'ensemble de ces 14 caractéristiques-là pour qu'on soit dans une dynamique fascisante ou proto-fascisante. Ce qu'il dit, il se base même sur la théorie du jeu de Ludwig Wittgenstein en disant, vous savez, prenons par exemple 4 États, 1, 2, 3 et 4, qui vont avoir chacun 3 caractéristiques, A, B, C, B, C, D, C, D, E et D, E, F. Vous savez, il y a au moins 3 de ces États-là qui présentent une caractéristique commune. Donc, vous voyez, alors, il suffit justement qu'on retrouve certaines de ces caractéristiques pour, à ses yeux, qu'on entre dans une dynamique proto-fasciste. Il pose un constat sur une époque qui est celle des années 20, des années 30 en Europe. Souvent, on demande aux historiens depuis quelques années de faire une comparaison entre la situation sociale et économique, certainement en Europe, actuelle et celle qui prévalait dans les années 30. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce qu'il y a des liens à faire, Pierre-Luc Brisson? Mais moi, je pense que le populisme, disons, naît toujours dans un terreau qui est celui de la pauvreté, du déclassement, de la misère économique. Le populisme aux États-Unis, tel qu'on l'a vu s'articuler ces derniers mois ou ces dernières années, surtout suite à la crise de 2008, il s'est enraciné, il a pris racine dans le Midwest américain, dans ces États qui avaient été complètement dévitalisés par la mondialisation, etc. Donc, en effet, le populisme s'enracine dans un terreau de misère. Et c'est l'une des clés, d'ailleurs, que circonscrit, que met en lumière Umberto Eco. Bon, parmi les 14, la première est particulièrement intéressante, là, le rejet de la modernité, le rejet d'une certaine forme de modernité. J'ai circonscrit pour vous, au fond, 6 de ces 14 clés-là qui, pour moi, en amalgament plusieurs et qui peuvent nous permettre de nous questionner sur l'époque actuelle. Donc, vous l'avez dit, le fascisme est avant tout un appel ou un retour à la tradition. C'est pas pour rien, par exemple, que Benito Mussolini, que le régime italien fasciste, s'est lancé dans une politique impérialiste d'expansion durant les années 30. L'Italie s'est engagée dans une guerre en Éthiopie, justement, pour essayer de reconstituer, au fond, cette espèce d'idée d'empire romain antique. Quand les fascistes italiens voulaient référer à la grandeur passée de l'Italie, c'était bien sûr à l'empire romain. Dans la Russie de Poutine, il y a ces relents d'impérialisme. Bien sûr. Et regardez quel était le discours, au fond, de Donald Trump en 2016, durant la campagne à la présidentielle. Make America Great Again. Donc, c'est de se rattacher justement à un passé mythifié, à une tradition qui n'a véritablement parfois jamais existé. Ceci dit, maintenant, tout acte de réflexion critique sur la tradition, sur la modernité, va être perçu dans cette optique-là comme une trahison à la patrie. Il y a tout le travail autour de la novlangue aussi. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, ce qu'il dit, c'est que quand on voit émerger un régime fasciste, suivant l'idée d'Orwell dans 1984, la novlangue, c'est la langue parlée par le socialisme anglais, le IPSOG. Il dit, vous voyez, lorsqu'émerge une dynamique fasciste, on voit s'atrophier le discours. On le réduit à sa plus simple expression pour le refermer à toute pensée critique ou à tout discours qui pourrait justement s'articuler pour le remettre en question. Donc, soit on va le restreindre à sa plus simple expression, et je pense que les discours du président américain depuis un an et demi le démontrent. De la plupart des politiciens à l'heure actuelle. Il y a 2 types de novlangue. Soit on va l'atrophier et on va le réduire à sa plus simple expression, ou soit, au contraire, on va le complexifier. Au maximum. On va adopter une espèce de jargon technocratique politicien qui va le rendre absolument obscur et abscon pour à peu près l'ensemble des citoyens. Oui, ça, c'est pas très à la mode à l'heure actuelle. Là. Non. On est plus dans la réduction. Présentement, on est plutôt dans la réduction et dans l'articulation de concepts très simples. On a parlé de tradition, de retour à un passé mythifié. Bien sûr, si on s'ancre dans la tradition, les caractéristiques du citoyen en régime proto-fasciste ou en régime fasciste, ça va être de se sublimer, en quelque sorte, dans le groupe, dans la communauté. Ce qui va fonder la citoyenneté dans un régime fasciste, ce n'est non pas l'égalité de droit, par exemple, comme en régime démocratique, c'est l'appartenance au peuple. C'est le discours d'Hannah Arendt aussi. Bien sûr. Et donc,
c'est l'appartenance au peuple qui va fonder la citoyenneté, et donc, de facto, l'exclusion de tous ceux qui sont considérés comme... Qui pensent autrement. Oui, ou comme ceux qui sont considérés comme étrangers à cette population-là et qui peuvent la remettre en cause. Bien sûr, on pense aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale en Italie ou ailleurs en Europe. Oui. On va penser aujourd'hui, bien sûr, aux musulmans en Europe qui sont aujourd'hui ostracisés dans beaucoup de pays où on aux voit... Aux États-Unis aussi, aux Mexicains aux États-Unis. Aux Mexicains. Qu'a fait Donald Trump lorsqu'il a lancé sa campagne à l'investiture républicaine, pardon? Son premier discours, ça a été de qualifier les Mexicains de violeurs, de dealers de drogue, etc. On voit présentement, aujourd'hui en Europe, les libertés civiles se restreindre dans certains pays comme la Pologne. Notamment, la Pologne est un cas très problématique en Europe. Et ce qu'on voit, justement, c'est lorsqu'on entre dans une dynamique proto-fasciste, eh bien, le premier réflexe des leaders proto-fascistes, c'est justement de stigmatiser une partie de la population et au fond de faire reposer sur cette population-là, sur ce groupe-là minorisé et exclu, les torts ou les fautes qui sont ressenties par la plupart de la population. Oui. Umberto Eco identifie aussi les inégalités sociales comme étant très fertiles dans un terreau fasciste. Tout à fait. Et puisque le fascisme émerge justement dans un terreau d'inégalité et que ce qui fonde la citoyenneté dans un régime fasciste, c'est l'appartenance à la communauté nationale, entre guillemets, eh bien, les leaders proto-fascistes vont nécessairement se faire, au fond, les chantres du peuple contre des institutions politiques ou parlementaires qui sont considérées comme corrompues, vétustes, etc. Donc, le populisme est toujours articulé de cette façon qu'on représente les intérêts du peuple contre des intérêts particuliers jugés néfastes pour le peuple, donc les intérêts politiques, parlementaires, économiques. Ce qu'a fait encore une fois Donald Trump en 2016 aux États-Unis lorsqu'il a dit qu'il voulait drain the swamp de Washington, en nettoyer le bourbier, le marécage de Washington. Le discours anti-establishment. Bien sûr. Et c'est intéressant parce qu'il était très présent chez Bernie Sanders aussi. Tout à fait. Oui. Et vous savez, le populisme, il peut être autant de gauche que de droite. Bien sûr. À droite, on peut bien sûr pointer les élites politiques corrompues, mais à gauche, on peut pointer aussi les élites économiques. Est-ce que le populisme est nécessairement un instrument du fascisme, Pierre-Luc Brisson? Je pense qu'il est indissociable. En fait, il est indissociable à partir du moment où ce qui fonde le fascisme, c'est justement l'exaltation, au fond, d'une appartenance à une communauté une communauté nationale qui sublime l'individu, tout à fait. Alors, reconnaître le fascisme, à lire d'Umberto Eco, 45 pages. Écoutez, c'est 50 minutes, c'est un essai tonique, c'est un essai qui apporte, qui pour ceux qui sont habitués à la lecture d'essais sur le fascisme ou le populisme, apporte pas vraiment une réflexion nouvelle. Mais pour ceux qui voudraient s'initier en 50 pages autour d'un café, c'est vraiment un essai tonique à mettre entre toutes les mains. C'est paru chez Grasset. Merci beaucoup, Pierre-Luc Brisson.